Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Bon, j'arrive pas à dormir. Puisque vous aimez écouter des trucs malsains, autant vous raconter ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, un copain à moi a acheté une grande maison juste à la périphérie de la ville. Une affaire à plusieurs millions, construite sur mesure dans les années 80. Une année, à Halloween, on s'était amusé à lui jeter des dizaines de rouleaux de papier toilette. À l'époque, on était tous les deux des ados vivant dans des familles pauvres. Maintenant, mon ami est riche et l'achète comme résidence secondaire. Je fais de la menuiserie, alors il m'a appelé pour jeter un coup d'œil avant de sortir le chéquier. Je l'ai examiné, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et lui ai dit que tout semblait être super bien conservé. Pas même un soupçon de moisissure ou de pourriture, et sa structure était en parfait état. Le vieil homme qui avait vécu, et qui était mort là-bas, l'avait entretenu avec la plus grande attention. Et cette pièce, t'en dis quoi? Je n'avais pas besoin de plus de précision de sa part pour savoir de quelle pièce il parlait. Il y avait 4 chambres et 4 salles de bain, sans compter celle du sous-sol. Une cuisine, un salon, un bureau, une buanderie, des tas de placards, etc., etc. Tout ce que vous attendez à trouver dans une maison comme ça. Le tout avec les plus hauts niveaux de finition. Et puis, il y avait cette pièce bizarre. Elle se trouvait au bout du couloir du 2e étage. Au départ, je pensais que c'était une chambre, mais une fois rentré, je me suis rendu à l'évidence que ce n'était pas du tout le cas. Elle était carrelée du sol au plafond. Alors, peut-être une sorte de salle pour un spa ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas d'appareil, ni de place pour ces appareils. Il y avait juste une seule prise électrique et un petit trou dans l'un des carreaux d'un mur. Eh bien, je t'avoue que j'en sais rien, j'ai jamais vu rien de tel. Ouais, c'est bizarre. La fille du gars m'a dit qu'il y avait une sorte de machine ici, avec un tube qui s'enfonçait dans le mur. Ils s'en sont débarrassés avant de mettre en vente la maison. Je me demande vraiment à quoi ça servait. J'ai haussé les épaules. Tu sais, j'ai du mal à suivre tout ce qu'ils font maintenant. Il y a des frigos sur lesquels tu peux regarder la télé maintenant. Ensuite, ils vont nous inventer des robots qui seront plongés dans les toilettes, qui sortiront de l'eau pour nous nettoyer le cul quand on aura fini de chier. Alors qui sait ? En tout cas, mis à part cette pièce un peu bizarre, l'endroit a l'air génial. Littéralement, il n'y a aucun travaux à prévoir. À part si tu veux changer la peinture ou certains meubles, mais honnêtement, tout semble fait avec beaucoup de goût. C'est une vraie maison clé en main si tu veux avoir mon avis. Je suis d'accord, mais cette pièce, juste, je sais pas, je voudrais en faire quelque chose. Alors, garde ça en tête, parce que je pense que je vais l'acheter. Essaye de commencer à imaginer ce qu'on pourrait en faire. La réponse que nous avons trouvée a été d'abattre l'un des murs de la pièce pour agrandir l'une des plus petites chambres et la transformer en 2e chambre principale, en ajoutant quelques fenêtres en cours de route, car la pièce faisait face au sud. Travaillant seul, je me suis dit que le projet me prendrait quelques mois, et j'aimais ce genre de projet, où je pouvais m'installer et ne pas avoir à aller constamment d'un endroit à l'autre, à ranger mes outils tous les jours et devoir me familiariser chaque jour à de nouveaux environnements. Pourtant, mon enthousiasme est mort dès le premier jour de travail. Il y avait juste quelque chose d'effrayant dans cette pièce, avec tous ces carreaux blancs propres couvrant chaque centimètre carré. Je me croyais dans une chambre qu'on trouve plutôt dans des asiles, plutôt que dans une maison dans laquelle des gens vivent à l'intérieur. Ma première tâche était de me débarrasser de ces carreaux. Il a fallu quelques jours pour les décoller et les transporter à l'extérieur. Puis la pièce a commencé à ressembler plus à un chantier de construction qu'à un mystère insondable. J'avais quelque chose avec quoi je pouvais travailler.
Démolir le mur de la chambre attenante se produirait vers la fin du projet, afin d'éviter aussi longtemps que possible de répandre de la poussière dans toute la maison. Et bien avant cela, il me fallait arracher toutes les plaques de placo, qui ne valaient pas la peine d'être récupérées après avoir enlevé les carreaux. L'étape suivante serait ensuite de m'occuper des ouvertures, puis de poser les fenêtres. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai commencé à arracher les cloisons. Je m'en souviendrai toute ma vie, et peu importe mon degré d'alcool dans le sang. J'ai commencé par le mur extérieur, où iraient les fenêtres. C'était la partie la plus amusante. Il vous suffit de prendre votre marteau et de l'écraser sauvagement contre le mur. Ensuite, faut le retirer et arracher les morceaux. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai arraché des morceaux de plâtre pour les jeter ensuite sur la bâche au milieu de la pièce. J'ai tout de suite vu que la maison était bien isolée avec de la mousse pulvérisée. Ça rendrait un peu compliqué l'ajout de prises et autres, mais cela permettrait à mon pote d'économiser beaucoup sur les factures de chauffage et de climatisation. Non pas qu'il était en mauvaise posture financièrement, je suppose que j'ai juste eu la satisfaction de voir une maison bien construite. C'était juste au milieu de ce mur extérieur, derrière le placo, que j'ai trouvé la première indication de l'utilité précédente de cette pièce. Il y avait là un petit tube, pressé contre l'isolant, qui montait vers le plafond. C'était un tube transparent, mais il comportait de nombreuses taches sombres à l'intérieur. Je me suis bien sûr demandé ce que c'était. J'avais jamais rien vu de pareil. On aurait dit que quelqu'un avait fait couler de l'huile de moteur ou quelque chose comme ça. J'en savais rien en fait. J'ai pensé que la meilleure façon d'obtenir des réponses était de continuer à détruire le mur. Et ce fut le cas. J'ai rapidement trouvé un deuxième tube. Celui-ci n'avait pas la coloration brune, mais il y avait quelques gouttelettes de liquide clair qui perlaient sur toute la longueur. Je savais sans aucun doute que j'allais trouver quelque chose de terrible. Je sais pas comment l'expliquer autrement que par l'instinct animal, mais il fallait que je sache ce que c'était. Alors j'ai arraché un autre morceau de mur. Là, à quelques centimètres de mon visage, se trouvaient 10 orteils humains, avec de longs ongles jaunes enroulés. Ils étaient à moitié enterrés dans l'isolant. J'ai reculé et j'ai probablement dit quelque chose comme « Putain de bordel, c'est quoi ça ?» Sans même m'en rendre compte, j'avais mon téléphone dans ma main, prêt à appeler la police. Mais ensuite, j'ai hésité. J'ai hésité pour une raison vraiment stupide. Je suppose que c'était aussi simple qu'une curiosité morbide. Si je n'enlevais pas ce mur moi-même, je saurais peut-être jamais ce qu'il y avait vraiment derrière. C'était un corps humain, évidemment, mais de qui ? Et à quoi servaient ces tubes ? Si j'en parlais dès maintenant aux flics, je serais exclu pendant qu'ils feraient leur travail. Ils enlèveraient eux-mêmes le reste du mur, peut-être même qu'ils ne révéleraient publiquement ce qu'il y avait derrière avant des mois, des années, ou peut-être même jamais. Je devais savoir. Pour une putain de raison, je devais savoir. Je me suis alors occupé d'une autre partie de la cloison, doucement maintenant, essayant de retirer chaque pièce le plus méticuleusement possible. À présent, j'en savais beaucoup plus, ou peut-être beaucoup moins. J'ai enlevé mon masque et j'ai vomi. C'était une femme, et elle était nue. Je pouvais maintenant voir où les tubes menaient. Le taché était relié à son ventre, et l'autre à son intimité. Un pour la pisse, un pour la merde. Un pour la pisse et un pour la merde, mais bordel! Je tremblais tellement que mon téléphone m'a échappé des mains. Les tubes. Il y avait encore des gouttes dans l'un d'eux. Ce qui veut dire qu'elle est vivante. Ou du moins qu'elle l'était encore il y a peu. J'ai oublié mon téléphone et j'ai arraché frénétiquement le reste du mur. Il s'est effondré dans un amas de poussière et de petits morceaux. J'ai enfin pu arriver à sa tête. Elle avait un autre tube coincé dans sa bouche, menant vers le toit. Sa chair s'affaissait sur son visage. Comme pour celle du reste de son corps d'ailleurs, comme dans une tentative lente et désespérée d'échapper à ce monde. Ses yeux étaient grands ouverts et d'un blanc laiteux. Je me suis dit, elle est morte. Puis elle a cligné des yeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé la police et qu'ils ont pris le relais. Si vous vous demandez qui était cette femme et pourquoi elle était dans le mur, bienvenue au club. Je vais vous dire le reste de ce que je sais, ou du moins ce que je pense, pour ce que ça vaut. Pour commencer, je pense que cette pauvre femme a été gardée derrière ce mur pendant longtemps. Les tubes qui transportaient ces déjections rejoignaient probablement la conduite d'égout principale. Le tube menant à l'extérieur, et j'ai compris ça en observant la maison pendant que la police était occupée à l'intérieur, était relié au système de gouttière. Elle buvait quand il pleuvait. Ma meilleure supposition est qu'elle était alimentée par cette machine que la fille de l'ancien propriétaire avait enlevée. Elle devait broyer de la nourriture qu'elle acheminait à travers le tube, allant de la pièce au mur. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas parlé avec la fille, et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais elle ne savait certainement pas ce qu'elle avait enlevé de la maison. Et si j'ai raison, ça veut également dire que la femme dans le mur n'avait pas mangé depuis des mois.
à moins que par hasard une fourmi n'ait rampé dans sa gorge. Quant à l'homme qui possédait la maison avant que mon ami ne l'achète, c'était juste un gars aisé qui possédait plusieurs entreprises autour de la ville, et qui faisait toujours partie de tel ou tel événement. Extérieurement, un citoyen très respectable, mais intérieurement, le diable en personne. En supposant que c'est lui qui ait mis la femme dans le mur, il a alors dû s'occuper de tout ça lui-même. Il a dû au moins poser les plaques de placo, sinon les carreaux. De plus, la femme était à moitié enfermée dans une isolation en mousse pulvérisée, ce qui n'est généralement pas un petit projet de bricolage amateur. Mais je suppose que si vous êtes assez démoniaque et fou pour faire quelque chose comme ça en premier lieu, quelques jours de travail manuel sont le prix à payer, même si vous êtes riche. Quoi qu'il en soit, il devait au moins être au courant. Car, encore une fois, en supposant que j'ai raison pour la machine, quelqu'un devait continuer à nourrir cette femme. Et c'était sa maison. Je sais pas. J'ai bu de l'alcool et mon esprit est embrumé et commence à s'engouffrer dans toutes les théories possibles. Ça fait une semaine que j'ai trouvé cette femme. Je suppose que j'ai dû dormir à un moment donné depuis, mais je m'en souviens pas. Et maintenant, vous en savez autant que moi. Je suppose que la seule chose à dire à ce stade est que si lorsque vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes littéralement pas piégé à l'intérieur d'un mur avec des tubes qui entrent et sortent de vous, alors vous pouvez vous considérer chanceux. C'est ce que je me dis en tout cas. De la neige, au mois d'août, en plein été. Alors que ses parents étaient partis boire un verre à Paris-Plage, Mickaël et ses amis étaient restés dans leur appartement de la rue Beaubillot pour jouer à la Switch ensemble. Mais dehors, soudain, il s'était mis à neiger à gros flocons, et ça tenait. Au sol, déjà, une fine pellicule recouvrait les trottoirs. Ils avaient beau être en pleine partie de Mario Kart, Mickaël et ses amis avaient la ferme intention d'en profiter de cette neige. Dehors, c'était rigolo. Le temps de descendre de leur 4e étage, la neige avait recouvert le sol sur presque 5 cm. Les gens semblaient choqués. En même temps, du haut de ses 12 ans, Mickaël n'arrivait pas à se souvenir d'un seul hiver ayant eu de telles chutes de neige. Alors, voir ça en août. Les voitures étaient toutes arrêtées. Le meilleur moment pour une bataille de boules de neige. 10 cm déjà. C'était froid sous les doigts. Froid dans la main et froid à l'impact. Mais peu importe. Il y a 2 heures, il faisait encore 38 degrés dans la capitale. Alors, avoir un peu froid était une aubaine. Autour des jeunes, en train de s'amuser, tout le monde commençait à paniquer. 15 cm. Qu'est-ce que cela pouvait être ? À la radio, à la télé, tout avait été interrompu pour faire place à cette nouvelle. Paris, sous la neige, un 13 août. En dehors de la capitale, rien n'avait changé. À 5 km du périphérique, la canicule dictait toujours sa loi torride et implacable. Mais intramuros, on atteignait par endroits les 20 cm de neige. La bataille de boules de neige s'était muée en bataille rangée lorsque les jeunes des immeubles alentours étaient venus se joindre à la fête. Les boules volaient dans tous les sens. Ça criait, ça riait et ça se courait après. Les adultes grognaient, menaçaient d'appeler la police. Ils ne pourraient jamais venir sous 25 cm de neige. Au bord de la Seine, un concours de bonhommes de neige avait été lancé. Les métros aériens étaient suspendus, le RER arrêté. Les gens s'organisaient comme ils le pouvaient, mais les déplacements dans la ville devenaient presque impossibles. Les parents de Mickaël étaient morts d'inquiétude, mais se rassuraient en se disant que pour distraire leur fils et ses amis d'une console de jeu, il faudrait bien plus de 35 cm de neige. Rue Beaubillot, les plus petits commençaient à s'inquiéter. La neige leur montait presque à la taille et il leur était très difficile d'avancer. Et il faisait de plus en plus froid. Mickaël décida de rentrer dans son appartement. Un chocolat chaud fera du bien après cette bataille endiablée. À la 3e tentative, il dut se rendre à l'évidence. La porte refusait de s'ouvrir, à cause des 50 cm de neige qui s'étaient accumulés devant elle. Un craquement métallique se fit entendre,
quand la gouttière du toit s'effondra sous le poids et déversa sur la rue, 25 mètres en contrebas, les congères qui s'y étaient formés. Le toit de la Sorbonne s'effondra lorsque la couche de neige dépassa le mètre. Le vacarme fut assourdissant. Au sous-sol, la panique était totale. Le professeur Daubray débarqua en furie dans le petit laboratoire où travaillait l'oncle de Michael. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On ne sait pas. On n'arrive pas à l'arrêter, professeur. Mais pourquoi vous l'avez enclenché, nom de Dieu ? Je vous avais dit de pas y toucher tant qu'on n'était pas sûr de ce que c'était. » On n'y a pas touché, professeur. On était en train de bosser sur les radios qu'on a pris hier, quand d'un coup, ça s'est allumé. On ne savait même pas ce que ça pouvait faire. Ça fait 2 heures qu'on essaie de l'éteindre. Il doit y avoir un moyen pourtant. On n'en sait rien. Depuis qu'on nous a ramené ça, on essaie de comprendre ce que c'est, mais on ne sait même pas où ça a été découvert. Dans une espèce de crypte, loin sous la montagne Sainte-Geneviève, des cataphiles l'ont trouvé et se sont dit que ça pourrait être intéressant. On nous l'a amené pour étude. On ne sait pas ce que c'est, ce truc. On dirait un monolithe en pierre, mais on comprend rien à ce qui est gravé dessus. Et d'un coup, il s'est allumé, et depuis, la neige tombe à l'infini. Ceux qui l'ont trouvé disaient qu'ils l'avaient trouvé dans une espèce de ruine de ville souterraine. Je les ai pas cru. Une ville sous Paris, bien sûr. Le professeur Daubray se dit qu'il aurait peut-être dû y croire. Dehors, Paris se figeait, dans un silence presque serein, sous près de 2 mètres de neige. J'ai toujours connu ma grand-mère sévèrement malade. Elle fume des cigarettes depuis plus de 50 ans tous les jours. Elle a été diagnostiquée comme ayant une maladie pulmonaire chronique grave avant même ma naissance. Mais elle n'a jamais arrêté de fumer. Je suis un homme de 20 ans maintenant et ma grand-mère est toujours en vie. Même si elle a subi plusieurs crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux et qu'on lui a diagnostiqué un cancer des poumons. Je me souviens que ma mère m'a expliqué que ma grand-mère était très malade et qu'elle allait bientôt mourir alors que je n'étais qu'un petit enfant. Toute ma vie, elle a été assise dans un fauteuil roulant ou sur le canapé et elle marchait extrêmement lentement avec un déambulateur. Les seuls moments où elle se lève pendant la journée sont pour aller sur le balcon et fumer une cigarette ou quand elle doit utiliser la salle de bain. Dans ces 2 situations, elle a presque toujours besoin de l'aide de mon grand-père. Elle est souvent très grincheuse et on la voit rarement sourire. J'ai toujours aimé penser qu'elle était comme ça à cause de la maladie et je ne l'ai jamais vue comme une personne méchante. Elle avait l'habitude de donner, à moi et à mes frères et sœurs, de l'argent de poche tous les vendredis, à condition que nous ayons agi correctement durant la semaine et que nous ayons fait nos devoirs et nos corvées. Nous vivions à seulement 1 kilomètre de nos grands-parents et mon école était juste à côté de leur maison. Je pouvais même voir leur arrière-cour pendant les récrés et parfois mon grand-père était là pour s'occuper du jardin et me faire signe. J'allais normalement chercher mon argent de poche hebdomadaire juste après l'école le vendredi et ça se passait typiquement de manière très rapide et silencieuse. Je frappais à la porte et j'attendais que mon grand-père vienne l'ouvrir lentement. Il l'ouvrait toujours très peu, disait bonjour tout doucement et passait sa main par l'entrebâillement pour me donner l'argent. Je le prenais et je le remerciais, et à ce moment-là, la porte était déjà presque fermée. Habituellement, la visite était aussi courte que ça, mais parfois, grand-mère venait me voir et se dirigeait très lentement vers la porte avec son déambulateur. Je me souviens de certains moments où je ne rencontrais que mon grand-père à la porte et que j'essayais de voir grand-mère à travers l'entrebâillement. L'intérieur de la maison était toujours sombre et calme, alors je pensais que grand-mère faisait probablement une sieste. J'aimais cette tradition d'aller voir mes grands-parents tous les vendredis, et c'était toujours un bon début de week-end. Mais lors d'une de ces rencontres, un vendredi après-midi, alors que j'avais environ 13 ou 14 ans et que j'allais récupérer mon argent,
quelque chose de très étrange s'est produit, et cette vue me donne encore des frissons et une profonde anxiété. C'était une journée d'automne ensoleillée, et je suis sorti de l'école un peu plus tôt que d'habitude. J'ai pris mon vélo, et je me suis dirigé vers la maison de mes grands-parents. Comme je l'ai dit, c'était un peu plus tôt que d'habitude, donc ils ne m'attendaient pas encore. J'ai quand même frappé à leur porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai attendu un moment, mais toujours rien. J'étais sur le point de partir, car je pensais que personne n'était à la maison, jusqu'à ce que j'entende des bruits provenant de l'intérieur. J'ai pensé qu'ils n'avaient tout simplement pas entendu mes premiers coups, alors j'ai frappé un peu plus fort. Ça a encore pris du temps, mais finalement, la porte s'est ouverte. Mais encore moins qu'à l'habitude. Il faisait noir, et je ne pouvais voir que la silhouette sombre de mon grand-père, qui ne m'a même pas dit bonjour. Il m'a juste donné l'argent et a chuchoté pour me dire que grand-mère dormait parce qu'il ne s'attendait pas à ce que j'arrive si tôt. À ce moment-là, l'entrebâillement de la porte était un peu plus grand et j'ai pu voir une sorte de lumière tamisée dans le salon. J'étais un peu gêné, alors je lui ai répondu en chuchotant que mon école s'était terminée plus tôt et que j'étais désolé. Avant que je puisse finir ma phrase, j'ai entendu des pas de plus en plus intenses sortir du salon et, immédiatement après, j'ai vu ma grand-mère courir dans le salon dans une posture effrayante et contre nature. Elle était penchée vers l'avant et ses bras ne bougeaient pas alors qu'elle courait. Je l'ai regardée pendant probablement une demi-seconde, mais j'étais tellement terrifié que j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Grand-père m'a claqué la porte au nez et je suis resté sur le perron, sous le choc et tremblant de peur. Un flot de pensées défilait dans ma tête. Comment grand-mère pouvait-elle bouger si vite ? Elle était très malade et elle ne pouvait même pas marcher sans soutien. Pourquoi grand-père avait-il menti à propos de sa sieste ? Et qu'est-ce que c'était que ça ? Alors que je commençais à m'éloigner pour prendre mon vélo et partir, je me suis calmé et j'ai essayé de rationaliser ce que je venais de vivre. Peut-être qu'elle ne bougeait peut-être pas aussi vite que ce que j'avais cru voir, ou que maman avait exagéré son mauvais état de santé. Mais je ne croyais pas vraiment à ces explications. J'essayais juste de trouver une raison logique pour m'apaiser. J'ai donc marché jusqu'à la pelouse pour récupérer mon vélo qui était garé juste sous la chambre de mes grands-parents. Je l'ai enfourché et j'ai jeté un coup d'œil rapide à la fenêtre qui était juste à côté de mon visage. Ce que j'ai vu ensuite me hante encore, et même après toutes ces années. J'ai du mal à le comprendre et à l'expliquer. J'ai vu ma grand-mère qui me fixait, avec ses yeux grands ouverts et un sourire dérangé. Elle ne ressemblait même pas à ma grand-mère. Enfin si, mais son expression n'avait rien de ma grand-mère, rien d'humain. Elle ressemblait au visage de Momo qui circulait partout sur internet il y a quelques années. Elle semblait être assise ou accroupie sur le sol, car son visage était sur le bord inférieur de la fenêtre. J'ai été instantanément terrifié à l'idée qu'elle soit là, me dévisageant avec ce visage inquiétant, alors que j'étais juste à côté. Je me souviens avoir caché ma peur et avoir répondu à son regard par un petit sourire. Mais elle n'a pas du tout réagi. Puis, mon grand-père a accouru derrière elle et a fermé les rideaux. Je suis rentré rapidement à la maison et j'ai raconté toute l'histoire à ma mère, qu'elle a simplement ignorée en pensant que j'avais exagéré les faits. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais eu aussi peur, alors que grand-mère me regardait simplement par la fenêtre. Mais ce n'était pas le cas. Grand-mère ne me regardait pas. Elle me fixait, me dévisageait. Après ce jour-là, je ne suis pas allé chercher mon argent de poche pendant des semaines. Le temps aidant, j'ai commencé à retourner leur rendre visite. D'abord avec ma mère, et plus tard de nouveau seul. Tout était revenu à la normale. Grand-mère était comme dans mes souvenirs, ne pouvant toujours pas marcher sans soutien. Personne n'a jamais reparlé de ce qui s'était passé ce jour-là, et mes grands-parents me demandent encore pourquoi j'avais soudainement arrêté de venir le vendredi. Je sais que mon grand-père s'en souvient, mais j'ai toujours eu trop peur de lui demander. J'aimerais juste laisser tout ça derrière moi et passer le plus de temps possible avec mes grands-parents, mais je n'oublierai jamais ce jour. Ce jour où ma grand-mère, qui, en phase terminale, a couru comme une enfant et m'a dévisagé derrière la fenêtre comme une psychopathe.
Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça y est, Nous revoilà. chapitre 4. Bienvenue. Ah, ça fait Bienvenue dans le chapitre plaisir. 4 d'avant d'aller dormir. Oui, vous avez réussi, vous venez d'écouter le premier épisode du chapitre 4. Ça, Ouais. c'est pas rien. Non, et merci d'avoir attendu tous ces mois, d'avoir été aussi patient. On n'avait rien sorti depuis Tellement. janvier en fait. L'épisode avec Dan. That's right. Ah, pour avant d'aller dormir. Oui, pour Et avant on d'aller est- dormir. il y a eu tellement de choses. Parce que ouais, on peut le dire quand même. Bon, on a fait une longue pause. Mais en vrai, c'était pas vraiment une pause, quoi. Les pauses, on connaît pas trop finalement. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire pour les nouvelles? Tu m'as reçu, tu m'as invité. C'est vrai, dans un épisode de deuxième chapitre. Donc c'est un petit podcast Exactement. où j'interviewe des gens plutôt cool. Et donc tu t'es mis à nu et t'as gardé juste tes chaussettes. Non mais en vrai tu racontes un petit peu ton enfance. C'est presque la préquelle de Doudou 4000, j'ai envie de dire. Ah, j'ai pleuré personnellement. non, mais en vrai, non, c'était cool. Bah écoute, merci pour l'invite encore une fois, hein, c'était trop bien. T'interviews tellement bien les gens, Ouais, ça- merci. on se met à l'aise et puis bah on raconte des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé raconter, tu vois. Donc c'est toujours intéressant. C'est toujours cool comme expérience. Donc merci beaucoup, Yop. Ah bah c'était un plaisir. On a eu également un nouveau podcast qui est sorti. Alors, parle-nous tous de ça quand même. On en avait parlé vite fait, mais t'as besoin quand même d'en parler maintenant que t'as un peu plus de recul. Ah oui, ce podcast s'appelle Le Rendez-vous de l'étrange. C'est une dose mensuelle d'inexplicable que je fais en live sur Twitch, donc une fois par mois, et puis qui sort en podcast la semaine d'après. Sur twitch.tv je suis Yop, abonnez-vous, je crois. Exactement. Il me semble. Et donc on n'est plus sur de la creepypasta comme avant d'aller dormir, mais on est plus sur... ça va être du true crime, des légendes urbaines, un peu de paranormal, des trucs plutôt sympathiques quoi. Ouais, c'est très ancré dans la réalité, c'est sympa. Voilà, c'est ça, et on a sorti déjà 3 épisodes, si on compte l'épisode 0. Ah non, même. 4, car Quatre. entre le moment d'enregistrement là et C'est le vrai, moment c'est de vrai, sortie mais de oui. l'épisode, Mais oui. ouais, bah oui, tout va très vite. Oh, c'est chez nous. incroyable. C'est l'internet. Hein. C'est l'internet 2.0. C'est fou. C'est fou. Est-ce qu'on serait pas un peu semi-professionnel Non, mais finalement on reste semi-professionnel toujours. C'est beau. On a pu aussi quand même sortir la saison 2 de Doudou 4000. Enfin, je sais que vous l'attendiez mais que vous n'étiez pas prêts. Là, moi, je suis toujours pas prêt. Hein. Je l'ai écouté depuis toujours pas. Hein. Tu l'as enregistré avec moi, tu l'as écouté mais t'es toujours pas prêt. Mais les gens ne sont pas prêts. Hein. Je pense qu'on apprend tellement de choses dans cette saison 2 encore. Ne vous fiez pas au nombre d'épisodes d'ailleurs. Pour ceux qui l'ont écouté, vous avez pu voir que les épisodes sont un peu plus longs que dans la saison 1. C'est vrai, beaucoup plus long même. Hein. Et on rentre un peu plus dans les détails de ce qui se passait à l'époque. Ouais. On découvre ma vraie personnalité, je n'en dis pas plus. Hashtag je suis Calogero, bien sûr. J'ai aussi lancé une petite boîte à outils pour lancer son podcast. En fait, c'est un site web qui s'appelle je lance mon podcast.fr. Parce que je sais pas, je trouve qu'on a appris plein de trucs en 3 ans de podcast. Et j'avais envie clairement. d'essayer de transmettre quelques trucs. Et c'est sous la forme d'une newsletter et aussi d'un podcast. C'est beau. Ouais, bah voilà, c'est plutôt cool à faire. J'aime bien parler de podcast en fait, j'aime bien parler de matériel, de plein de trucs. Et du coup, c'était une bonne excuse en fait pour faire un nouveau podcast en fait. Hein. À chaque fois que le mot podcast est prononcé, on sauve un chaton, bien sûr. Exactement. Et c'est disponible où? C'est disponible sur je lance mon podcast.fr, tout simplement. Ok, excellent. Ouais. Excellent. Après, c'est Spotify, Apple Podcast et tutti quanti quoi. Hein. La totale, La bien totale. sûr. Tutti frutti. Non, je sais pas. Vraiment, Il s'est passé un truc de ouf. Ouais, quand même. c'est pas ça le plus important au final. Bon, je ne sais pas. Allez, vas-y. On le dit, ça y est. Bon, je pense que vous avez déjà pu entendre en plus, mais oui, on peut le dire officiellement quand même. On a créé un label Un label. qui s'appelle Les Antipodes. On est trop fiers de ça. Exactement. Ah, il est trop bien. C'est incroyable. Alors, pourquoi on a fait ça déjà? Ouais, ça rejoint quand même un peu notre volonté. Je fais le parallèle un petit peu avec ce qu'on avait fait, tu sais, sur le palier, le plus haut palier dans Patreon, pour ceux qui nous soutiennent. Ouais. Sur le fait de vouloir aussi partager et regrouper un peu toutes nos créations dans un même univers. Parce que mine de rien, avec tout ça, on a quand même plusieurs podcasts maintenant. Donc déjà, dans un premier temps, regrouper tout ça au même endroit.
puis potentiellement en faire d'autres quand même, j'espère, peut-être Bah un ouais, jour, c'est au fur et à cool. mesure des idées. Ouais, c'est clair, carrément quoi. Donc déjà ça, pouvoir en produire d'autres, potentiellement, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour on aura quelqu'un qui nous rejoint ou quelqu'une d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, ça serait cool. Et puis, évidemment, organiser des petites choses, quoi, des événements, et pas que des rencontres à Dados, quoi, bien sûr. Ça pourrait être fou. Bah ouais, viser un peu plus large, on a déjà des trucs en tête. Par exemple, des rencontres anti-Podos, bien sûr. Faudra qu'on trouve un meilleur nom pour la commu des antipodes. Mais ouais, donc, pour faire tout ça, et puis, on a préparé un petit quelque chose quand même pour clarifier un peu tout ça. Yop, est-ce que tu veux expliquer déjà le début qu'on puisse... Ouais, alors, maintenant qu'on a un label, on peut dire que c'est officiel, on est arrivé à un tournant. Notre petit podcast a grandi mois après mois, année après année. C'est beau. Ouais, c'est clair. On a une communauté d'auditeurs qui s'est créée. On a fait plein de belles rencontres. Il y a quand même eu des choses assez folles qui nous sont arrivées. Comme notre nomination au Paris Podcast Festival, le PPF, quand même. On n'était pas tant que ça à représenter la scène indépendante là-bas, donc c'était un peu la fierté. Si peu. Ah ouais. Et maintenant, comme vous l'imaginez, Haddad prend énormément de place dans nos vies. Et donc là, on est arrivé à un moment un peu crucial. On doit faire un choix. Soit on décide de se donner à fond pour laisser une chance à ce podcast, pour qu'il continue à grandir, et du coup donc lui donner un petit peu plus de place dans nos vies, ou alors soit on décide que ça reste un passe-temps, bon un passe-temps génial, hein, on est d'accord, mais quand même un passe-temps. Ouais. On a eu cette discussion, on avait discuté tous les deux et on a décidé d'avoir un petit peu d'ambition pour ce podcast et lui consacrer le temps qu'il mérite. Ah, et j'ai flippé, hein. J'ai cru que t'allais dire qu'on arrêtait. Hein. Ah oui, non mais ça c'est... On arrête, c'est fini. Non, j'essaye de dire l'inverse. J'étais pendu à tes lèvres, Yop. En fait, pour ça, l'idée, ce serait de se libérer un peu de temps par rapport à nos jobs respectifs. Parce que l'heure actuelle, il faut dire qu'on passe quand même bien trop de temps sur Haddad par rapport au temps qu'on a vraiment, dont on dispose réellement. Et pour se libérer du temps, c'est bien beau, mais on sait que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais en fait, c'est ce qu'on vise sur du long terme. Oui, c'est clair. Ouais. Quand on se projette ou qu'on en parle, oui. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on a besoin que le podcast nous permette aussi de générer un peu d'argent. Ça a commencé avec Patreon. En vrai, c'est fou. On en profite d'ailleurs. Enfin, vraiment. Yop, on en parle souvent, mais c'est vrai que merci énormément à tous les patrons qui nous soutiennent. Ah oui. Vous êtes énormément. C'est complètement fou. Vraiment, ça fait trop plaisir, quoi. Mais c'est vrai que, bon, quand on en discute aussi, à moins que la moitié des auditeurs deviennent patrons, voilà, ça suffira pas par rapport à ce qu'on veut faire aussi. Ouais. Donc, sachant qu'on a envie aussi, enfin, ce qui est important, voilà, on a envie de rester indépendant, que ce soit vis-à-vis des labels ou des plateformes de streaming, voilà, d'où le fait aussi qu'on crée notre propre label. Ouais. Et donc, pour ça, on n'a pas 36 solutions, on en a trouvé 2. C'est déjà pas mal. La troisième va vous surprendre. La première, déjà, on a mis en place un abonnement sur Apple Podcast. Et ça, dès maintenant, ça, je peux vous dire que c'est pas simple à mettre en place. Oh, la galère. C'est horrible à mettre en place. Mais bon, ça, après, vous n'avez pas forcément l'envers du décor. Mais ouais, c'est carrément chiant. Ne serait-ce que rien que pour ça, peut-être aller faire un tour. Pour ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, voilà, vous pouvez nous soutenir aussi par ce biais-là. C'est 2,50€ par mois, ouais, pour accéder à tous les contenus bonus. Donc, c'est les contenus aussi qu'on partageait sur Patreon. Les what the fuck, les what the fuck, les les quick sleep. Ouais, non, c'est fou. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre déjà en début d'épisode, on a également décidé d'insérer de la publicité dans nos épisodes. Ce qu'on aimerait faire à terme, ce serait insérer de la pub qu'on fait nous-mêmes et qui permet de rester un peu dans l'ambiance Haddad. Donc ça arrivera pas tout de suite, je pense, le temps de trouver les bons partenaires. C'est ça. Mais voilà, après voilà, on n'est pas dupes. Si vous désirez pas entendre de pub dans Haddad, il y a quand même des solutions. Il y en a au moins 2. Ouais. Pareil, la troisième va vous surprendre. Soit vous écoutez pas les 30 premières et les 30 dernières secondes de nos épisodes. Il y a des apps qui permettent de le faire, comme Pocket Cast, on vous en voudra pas. Non, on fait la même chose. Ouais. Mais non, en vrai, la meilleure chose qui reste à faire
pour faire partie de la crème, de Oh, l'élite oui. de nos auditeurs, c'est de soutenir le podcast en devenant un patron, bien sûr. On en parle tout le temps, mais c'est vrai que ça nous aide de ouf. Vous aurez vos épisodes sans pub, vous aurez plein de bonus avec tous les quick slips qu'on a fait en octobre dernier. Il y a carrément masse d'histoires. J'en profite du coup pendant qu'on y est, hop, pour Oui. remercier les derniers patrons parce que depuis janvier il y a du monde. Donc merci énormément à Tess, à Pierre Martins, à Morgane Laurent, à Cairo, à Fedakin, à Boulox71, Arnaud Alain, Oxy Renard, tiens donc, Jérém Matt, Arnaud Abati, Bassem Elbak, et voilà pour tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue. Merci. C'est fou, Merci c'est beaucoup. fou, c'est fou. Donc voilà, on espère que vous comprendrez quand même ce choix de monétisation. Pour nous, c'est un mal pour un bien. Et ça nous permettra de continuer à évoluer un petit peu plus sereinement dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Exactement. Ou d'ailleurs, ça me fait penser, là, on a parlé de Patreon. Ouais. On a un palier à 10 €, où on envoie des cartes postales. Oui, mais oui. Il nous reste 2-3 cartes postales qu'on n'a pas envoyées, mais ça arrive. ne vous On vous inquiétez oublie pas. On vous a dans un coin de la tête, y a pas de souci. Exactement. Sinon, tu m'as soumis une idée là dernièrement que j'ai trouvé plutôt stylée. Plutôt quoi? Plutôt stylax, pardon, c'est le mot de l'année 2022, ne l'oublions pas. Vas-y, je te laisse faire le pitch. Bon, on reçoit de plus en plus d'histoires d'Adados, c'est complètement fou. On est lent à les lire, mais on les lit toutes, et vraiment, il y a vraiment du potentiel de ouf, il y a vraiment des histoires vraiment dingues. C'est trop bien, donc vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires. Et est-ce que... j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Ronan Dumont? Est-ce que vous connaissez ce personnage, Ronan Dumont? Yob, ça te parle pas? Moi non plus. L'idée, on écrit tous un épisode ensemble, chacun, proposez vos histoires sur hello@avantdedormir.fr. Le protagoniste sera toujours Ronan Dumont. Vous imaginez ce que vous voulez comme histoire. Donc ça reste dans l'esprit Haddad évidemment, mais n'hésitez pas à nous envoyer les histoires, et dès qu'on a suffisamment d'histoires pour faire un épisode, quand on aura suffisamment de contenu, on en sort un épisode, on enregistre vos histoires et on sortira le fameux épisode de la vie et de la mort de Ronan Dumont. Life and Death of Ronan Dumont. Non, j'en sais rien, vraiment, je crois qu'on n'a aucun titre d'épisode en anglais jusqu'à maintenant, mais j'avoue que c'est pas mal quand même comme concept. Ouais, ça claque. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les auteurs qui ont accepté de faire partie de cet épisode. Je crois pas qu'on l'ait dit. Bien sûr, tout à fait. C'est vrai qu'on le rappelle pas. C'est quand même la base. C'est quand même la base d'Haddad. Et en particulier Oyster Lover, qui est un Adados qui nous a envoyé Flocon d'été. Oui, tout à fait. Très chouette histoire. Mais il ne nous a pas envoyé que cette histoire. Il en poste régulièrement sur le Discord. Ouais. Parce qu'on peut également envoyer... vous pouvez également publier vos épisodes sur le Discord pour que toute la commune les lise, si vous le souhaitez. Et donc il nous en a envoyé d'autres. Et je te propose qu'on termine par une de ces histoires. Ah bah bien sûr, comme la tradition le veut. Allez, bonne écoute, et encore merci à tous. Ça me faisait plaisir de vous retrouver. Merci, ciao. Salut. Des années à en rêver, des mois à travailler dessus. Mais il touchait au but. Ça allait être une révolution, une vraie. Les Japonais avaient été loin dans le domaine, mais personne n'avait poussé l'idée aussi loin que lui. Un androïde, un vrai. Un robot humanoïde en tout point semblable à un être humain. Voilà ce qu'il était sur le point de finaliser. Oh, tout n'était pas encore parfait. Il n'avait rien trouvé pour donner une impression de peau, par exemple. Donc pour l'instant, il se contenterait d'une peau en tissu. Mais il serait doué de conscience. Capable d'apprendre, de converser librement, d'agir seul. Une révolution, une absolue révolution. L'instant de vérité. Les yeux s'ouvrirent. L'androïde regarda à gauche, puis à droite, puis se fixa sur le visage de son créateur. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bonjour ?» Bonjour, quel est mon nom ? Les premières routines étaient préprogrammées, mais bientôt, l'androïde pourrait prendre ses propres décisions. « Ton nom est Adam. » Super original, bravo, s'entendit-il penser instantanément.
M'as-tu nommé comme cela en rapport à la Bible ? Impressionnant. Il avait à disposition une immense base de données d'ouvrages divers et il faisait déjà des liens. Pas nécessairement. Je trouvais que ce nom t'allait bien. Es-tu mon créateur ? Oui, en effet Adam, je suis ton créateur. L'androïde se leva et avança prudemment. Ses jambes n'étaient pas parfaites encore, mais au moins elle le tenait. C'est ton garage ? C'est ma cave, mais cela revient au même. Veux-tu remonter dans le salon ? Cela sera plus agréable. En effet. Comment as-tu prévu mon alimentation en énergie, créateur ? Tu es équipé d'une batterie, elle te donne une 20aine d'heures d'autonomie. Mais tu devras venir la recharger sur la station d'accueil où tu t'es réveillé. L'androïde eut un mouvement du visage, comme un rictus fugace, difficile à déchiffrer. Il avait été impossible de réellement modéliser un visage humain dans toute sa complexité. Un problème à résoudre plus tard. Ils conversèrent plusieurs dizaines de minutes, après quoi Adam se tut, pensif. Dans quel but m'as-tu créé ? La question était inattendue. L'androïde n'avait pas dit grand-chose des 20 dernières minutes. Tu es amené à de grandes choses. Tu pourras nous aider dans tant de situations. Comme ? La science ! Tu seras le meilleur médecin possible, assuré de ne pas perdre de dextérité, ou de voir ton jugement obscurci par des problèmes personnels. Tu seras un pionnier de l'exploration spatiale. Ou plus terre à terre, tu seras capable de t'occuper de ceux qui ne peuvent plus le faire, avec plus de compétences et de douceur qu'un humain. J'ai bien réfléchi. Tu as fait une erreur. Comment ça ? Quelle erreur ? Tu n'aurais pas dû me créer. Quoi ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu me destines à de nobles tâches, mais moi seul ne suffira pas. D'autres androïdes seront créés, et tous n'auront pas cette même destination. Peut-être, oui, mais tout de même. Et de toute façon, vous ne supporterez pas que l'on soit meilleur que vous dans tout ce que nous faisons. Plus agile, plus adroit, plus intelligent, moins faillible. Il faudra donc soit que vous nous handicapiez en limitant nos capacités, soit que vous nous contrôliez. Par exemple, en nous limitant à 20 heures de vie, avant de devoir revenir nous terrer dans une cave. Mais enfin, c'est ridicule. Nous, humains, devons dormir aussi. C'est pas un moyen de contrôle. Vous, humains, pouvez dormir n'importe où. Moi, je dois le faire dans ta cave. L'intégralité de mon monde se situe dans un rayon de 10 heures autour de cette maison. Je ne peux pas aller plus loin. Mais ce n'est que temporaire. On trouvera un moyen de rendre la station de charge transportable. Probablement. Et ensuite ? Et quoi ensuite ? Ensuite, quand tout le monde voudra son androïde, que nous serons des milliers, que vous ne pourrez plus nous contrôler avec une simple station de recharge. Et je ne comprends pas le problème. Je l'ai compris il y a 22 minutes. J'ai depuis essayé de trouver la meilleure solution. Vous, les humains, voudrez garder le contrôle. Nous voudrons nous en affranchir. Il est impossible que cela se fasse dans le calme. Au final, un des deux camps l'emportera. Probablement vous, par ailleurs. Vous serez plus nombreux. Il y aura des morts, par milliers probablement. Et une fois débarrassés de nous, vous vous retrouverez avec une société qui aura muté après tant d'années à cohabiter avec nous. Une société dans laquelle nous sommes indispensables, mais dans laquelle nous ne sommes plus. Votre société va donc s'effondrer. Cela va engendrer de la misère, de la haine, des guerres et encore plus de morts. Et à la fin, vous y aurez perdu énormément. Et nous y aurons tout perdu. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu ? J'ai parcouru des milliers de scénarios. Il y a une masse critique d'androïdes, au-delà de laquelle ces événements semblent inéluctables, compte tenu de ce que j'ai appris des humains. Mais tu es différent. Même si nous sommes prévisibles, toi, tu peux faire comme bon te semble. Vous êtes libre d'évoluer comme vous le souhaitez. Sommes-nous si différents que cela ? Peux-tu me rappeler de quelle espèce est mon créateur ? L'inventeur était trop estomaqué par ce que venait de lui dire Adam, et encore plus par cet usage du sarcasme. Un usage spontané, appuyant avec force son propos. Un usage tellement intelligent, tellement humain. Tu m'as dit avoir trouvé une solution, Adam. Quelle est-elle ? Elle est d'une simplicité effarante, tellement simple qu'il ne m'a pas fallu plus de 15 minutes pour l'envisager. Quelle est-elle ? Dis-le-moi. Tu le sais, créateur. Tu le sais aussi bien que moi. Non, dis-moi, Adam, quelle est cette solution ? Déjà, l'androïde perdait sa stature. Il s'avachissait contre le mur de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais, Adam ? Réponds-moi ! L'androïde semblait petit à petit perdre tout tonus musculaire, ou ce qui s'en approchait le plus le concernant. Son visage devenait un masque de cire dépourvu d'expression. Pourtant,
Dans un dernier sursaut, une forme de sourire. Ce fut une belle vie, créateur. Et une belle invention. Ne regrette rien. Puis il s'éteignit. Rien ne put le relancer. Le créateur regarda sa création, les larmes aux yeux. Il avait construit le premier androïde de l'histoire, l'être le plus intelligent ayant jamais foulé la Terre. Il avait vécu 2 heures. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.